Bonjour, du coup dans cette vidéo vous allez trouver la solution de ces exercices CTD sur la dynamique de l'avion à faire sous MATLAB. Comment on va faire? On va parcourir le document, comprendre ce qu'il dit et au fur et à mesure on verra la solution sur MATLAB ou Simulink. Du coup, là vous avez les définitions de l'avion, disons de toutes les quantités qui concernent l'avion qu'on a déjà vu normalement en cours. Petite introduction, l'industrie aérospatiale est la plus exigeante en termes de performance et de fiabilité des systèmes de contrôle. Les avions modernes utilisent plusieurs boucles de contrôle afin de garantir la stabilité de l'avion, garder la bonne route, rendre le vol plus confortable, aider les pilotes à faire leur travail, etc. Pendant cette idée, nous allons simuler la dynamique d'avion dans MATLAB Simulink et puis concevoir et tester des lois de commande très simples, disons, qui satisfont un certain cahier de charges. On va voir quel est le cahier de charges, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de détails dans cette idée-là. Alors, on commence avec la modélisation. Un avion est un corps rigide. Disons, dans une première approximation, c'est clair qu'un vrai avion sera flexible, mais on peut le considérer comme un corps rigide qui se déplace dans l'espace. Du coup, comme on a vu en cours, vous avez 6 degrés de liberté et leurs dérivés. Du coup, on a normalement 12 états qui sont montrés ici. Si on enlève les coordonnées géographiques, disons, de l'avion, auxquelles on ne s'intéresse pas trop, on s'intéresse plutôt à l'altitude et aux vitesses, et bien sûr aux angles de latitude. En plus, les entrées de l'avion sont les 3 gouvernes, vous vous rappelez, aileron, xi, gouverne de profondeur, θ, et zeta, c'est la direction, et la poussée T, la force totale des moteurs. Du coup, on va chercher une position d'équilibre, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle le trim de l'avion. Dans l'absence de vent, vol stationnaire, disons, croisière, on a cet équilibre-là. Du coup, il y a beaucoup de variables qui sont mises à 0, typiquement les vitesses de rotation, l'angle de roulis à 0, et les gouvernes qui concernent la dynamique latérale directionnelle, mais on a besoin d'un angle d'attaque qui soit non zéro pour générer la portance. Une poussée, bien sûr, non zéro, une certaine altitude choisie, l'altitude de croisière, et une valeur de la gouverne de profondeur qui permet d'équilibrer l'avion. Et bien sûr, une vitesse supérieure à 0, sinon on va nulle part. Du coup, le premier problème qu'on est proposé ici, c'est quoi? C'est de trouver les valeurs numériques de l'angle d'attaque, état d'équilibre et la poussée d'équilibre pour une altitude, vitesse donnée à angle de montée 0. Oui, angle de montée 0. Du coup, si vous vous rappelez, le problème du trimage de l'avion en croisière, généralement, c'est fixer la vitesse, l'angle de montée et l'altitude, et trouver, en conséquent, l'angle d'attaque, la poussée, et l'inclinaison de la gouverne de profondeur. Du coup, ce sont des équations un peu compliquées qu'on va résoudre de manière numérique grâce en fait, au simulateur qu'on a de l'avion que vous avez trouvé et téléchargé. Ensuite, une fois trouvé cet équilibre-là, on va découpler, on va disons, linéariser la dynamique et on va retrouver les deux formes découplées qu'on a vu vite en cours, la dynamique longitudinale qui concerne la vitesse, disons, le module de la vitesse, l'angle de montée, l'angle d'attaque, la vitesse de tangage et l'altitude, et la dynamique latérale directionnelle qui concerne dérapage, vitesse de roulis et de lacet, l'angle de roulis et l'angle de lacet même. Okay. Alors tout ça, on va le retrouver de manière expérimentale, on va retrouver cet espace d'état grâce à, en fait, au script MATLAB qu'on a téléchargé, qu'il faudra un peu modifier. Du coup, vous pouvez lire les textes, là c'est juste une petite répétition de ce qu'on a dit en cours. Bien sûr, le système est linéarisé, du coup, il y a les variations par rapport à l'équilibre, ce sont tous des deltas là. Par contre, à l'équilibre, plusieurs variables sont 0, du coup, il n'y a pas de différence entre la variation à l'équilibre et par rapport à l'équilibre et la variable même. Par exemple, P à l'équilibre est 0, du coup, delta P égale à P. Okay. Alors, on commence l'exercice ici. Du coup, on vous demande de considérer le cas d'un Boeing 747 en croisière à 10 000 mètres à 2,48
248,5 mètres par seconde. Et ensuite, on utilisera la librairie, comme je disais, la librairie Airlib que vous avez téléchargée, pour linéariser les modèles autour du point d'équilibre, disons, de cet avion équilibré pour cette condition de vol. Du coup, téléchargez les fichiers et lancez MATLAB et ajoutez le dossier Airlib dans le paquet MATLAB. Du coup, en fait, si vous avez tout téléchargé, en principe, vous avez ça dans votre dossier. C'est ici, regardez, ici à gauche. Du coup, vous avez des fichiers qui décrivent le Boeing 747. Ces fichiers-là. Ces fichiers-là, vous ne les avez pas. C'est la solution. Et vous avez les dossiers Airlib. Du coup, la première chose à faire, c'est ajouter Airlib dans le path, comme ça. Sinon, quand vous lancez les commandes, MATLAB ne va pas voir les commandes dans ce dossier-là. Et du coup, en principe, ça ne va pas marcher. On va faire cela. Voilà, comme ça, il est dans les paths. Vous voyez maintenant, il est bien noir, il est plus en gris. Et vous avez la possibilité de lancer la simulation. Les simulations qui sont dans les fichiers Simulink. Par exemple, on va commencer à lancer celui-là, juste pour voir ce qu'il y a. Et je vais ouvrir aussi le script, juste après. Revenons au document en tant qu'il charge. Du coup, on va ouvrir le script. Deuxième question. Ce script-là, en fait, il utilise une des commandes de la librairie pour faire l'équilibrage, pour faire le trim de l'avion. Et ensuite, il trouve la linéarisation autour du point d'équilibre. Du coup, tout ça est fait automatiquement. C'est juste ce qu'on demande, c'est de regarder les fichiers et comprendre chaque ligne de code, quelle est sa fonction. Alors, on va faire cette tâche-là. En fait, ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs fichiers avec le modèle du 747. On va comprendre pourquoi. C'est un peu c'est dû au mode de fonctionnement de la librairie. Il y a un fichier pour faire le trim. Il y a un B747 trim qui sert à faire le trim de l'avion. Et ensuite, vous avez un B747 linearize qui sert pour faire la linéarisation. En fait, on a besoin de deux fichiers séparés. Et ensuite, vous avez le B747 tout seul, qui est juste le fichier avec le simulateur qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on veut. Alors, on va juste attendre que Simulink démarre et on verra tout ça. Ça prend un peu de temps, désolé. J'aurais dû le lancer avant. En tout cas, vous suivez la solution là, vous avez toujours la possibilité d'essayer vous-même à faire ce que je fais. Du coup, n'hésitez pas à arrêter la vidéo quand vous le souhaitez pour essayer de faire vous-même l'exercice. Alors, Simulink, il est là. On va juste prendre le script maintenant. Voilà, du coup, ça c'est ce que vous avez dans le simulateur complet. Il y a des erreurs parce qu'on n'a pas défini les variables encore. Les variables sont définies à l'intérieur du script, mais en principe, c'est un peu petit, mais on le voit. Vous avez ça, c'est la boîte qui contient le simulateur, la dynamique de l'avion. Les entrées là sont les vitesses du vent, on a mis 0. Ça, ce sont les forces extérieures et les moments. Du coup, 3 composantes de force, 3 composantes de moments. Il n'y a qu'une force le long de la direction X, la poussée. Et ensuite, il y a les 4, disons, surfaces de contrôle. La quatrième sont les flaps qu'on ne considère pas, mais là, il y a la profondeur pour laquelle on a une valeur encore à choisir. Hein. Et là, vous avez de l'autre côté toutes les sorties. Hein. Vous lisez les étiquettes, vous les avez, hein, qui sont mises de 0 là. Du coup, là, c'est à vous de modifier pour mettre ce que vous voulez, soit sauvegarder, soit afficher, etc. etc. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans le script maintenant. Alors, le script c'est un peu à modifier parce que on parle de 10 000 mètres et on parle aussi de 248. Ça, je pense que c'est correct parce que ça c'est la vitesse du son à l'altitude donnée et ça c'est le numéro de Mach. On va juste vérifier, ça devrait correspondre à ce qu'on a dit. Ouais, vous savez, le numéro de Mach, c'est le rapport entre la vitesse et la vitesse du son. La vitesse du son change avec l'altitude parce que ça change avec la température et probablement avec la densité aussi. Et du coup, le numéro de Mach
vous permet de calculer la vitesse qui correspond à ce qu'on a demandé sur le fichier. Du coup, alors, juste après avoir changé ces données-là, le fichier est correct. Cette donnée-là, cette K, sert juste à donner une normalisation numérique à la poussée. Je vous explique ça tout à l'heure. Et en principe, la ligne de commande qui nous intéresse le plus, c'est celle-là. C'est la commande de la librairie qui fait l'équilibrage. En fait, vous voyez, vous lui donnez le fichier MATLAB avec le fichier Simulink avec le simulateur, on va l'ouvrir tout à l'heure. Vous lui donnez la vitesse, l'altitude choisie et l'angle de montée choisi, et il vous fournit l'état d'équilibre et l'entrée d'équilibre, X comme état et U comme entrée. En fait, vous voyez, il y a ça. Ce qu'il va faire, c'est tout simplement, vous voyez, c'est une version réduite de ce qu'on a vu tout à l'heure. On va mettre à l'entrée, il y a une entrée extérieure, c'est le fichier qui va le faire, c'est la fonction qui va le faire. On va mettre la poussée par là et les entrées par là. En fait, c'est la seule entrée qu'on va changer, c'est l'état. Et de ce côté-là, il y a les sorties. Il y a aussi, si vous faites double-clic dans le modèle, il y a aussi la possibilité de mettre les états initiaux. Du coup, vous voyez là, dans les états initiaux, il y a la vitesse qui sera superimposée par la vitesse donnée par le fichier. Mais aussi, il y a le alpha. Du coup, cette valeur d'alpha sera remplacée par différentes valeurs d'alpha qui sont cherchées, disons, dans l'espace de toutes les possibilités, de manière à trouver, en fait, vous voyez, entre les sorties, vous avez aussi x dot, c'est la dérivée de l'état, de manière à trouver une condition de trois valeurs à trouver, disons, t, alpha et état, qui génère un x dot 0. Du coup, en fait, la fonction, elle va faire quoi? Elle va utiliser ce simulateur-là, juste instant par instant, avec des conditions fixes, avec entrées différentes, états différents. Du coup, on change que l'alpha pour l'état, et on change t et état, et on calcule x dot. Ce qu'on va faire, il va prendre la norme de x dot, la somme des carrés par exemple, il va chercher à minimiser x dot. Du coup, il va chercher, avec probablement une méthode d'optimisation classique, il va chercher le minimum d'x dot qui correspond à 0, et quand il a trouvé la norme d'x dot égale à 0, on a trouvé la condition d'équilibre. X dot, ça veut dire dérivée égale à 0, du coup on est bien à l'équilibre. C'est pour cela qu'on a besoin de ces modèles un peu modifiés pour pouvoir faire le trimage. Et du coup, on va lancer le script maintenant, et on va voir ce qui se passe. Du coup, là, on peut remplacer, ça c'est trim. Alors ça prend un peu de temps, il y a des warnings, il ne faut pas s'inquiéter, en fait, c'est en fait l'algorithme d'optimisation qui est en train de tourner. Et à un certain moment, voilà, vous voyez, vous dit succès, on a trouvé un cost value de 10 puissance moins 15, ça c'est la valeur de la norme de x point, du coup c'est presque 0, du coup on a bien trouvé les valeurs d'équilibre. Alors les valeurs d'équilibre sont dans x et u, en fait là vous avez tout l'état et toutes les entrées. Si vous allez regarder, faut chercher un peu dans le modèle, vous allez retrouver qui est qui dans les entrées et dans l'état. En fait, je vous montre. Il faut regarder à l'intérieur de ça. Et là, vous avez toutes les définitions. Je répète, vous cliquez sur la flèche là, vous rentrez à l'intérieur, il y a une étiquette là, output signals, en fait il y a tout. Là vous avez les entrées, sont les dernières là, et l'état c'est en fait tout ça. Du coup, une fois qu'on a regardé tout ça, on est capable de comprendre que la 7e entrée est l'état, et le deuxième état est alpha. Du coup là vous avez les valeurs d'équilibre. Et t est justement la première entrée pour laquelle il faut multiplier par ces facteurs-là. Alors ces facteurs-là, c'est juste une normalisation numérique qu'on a rajoutée, parce que, disons, les deux angles-là sont des trucs très petits, sont des radians, du coup c'est 0, quelque. La poussée, c'est des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de newtons. Du coup, ce sont des valeurs qui ne sont pas homogènes. C'est pour ça que lancer l'algorithme d'optimisation sur la poussée à newton, ça ne va pas trop. Du coup, on a divisé cette poussée par ces facteurs de 1 million. Comme ça, la t cherchée devient petite.
la t à chercher dans l'optimisation des m petites. Et ensuite, on retrouve la vraie t en remultipliant par ce facteur-là. Du coup, cette cas-là, en principe, si ça vous gêne, vous pouvez imaginer de le mettre à 1. C'est juste un facteur numérique qui facilite l'optimisation. Voilà, c'est t. Okay. Ensuite, cette commande-là, ça sert à faire la linéarisation du modèle. Et en fait, pour faire cela, on s'appuie sur des commandes de MATLAB de base, c'est getLin et linearize, qui sont parfois, qui cette fois appellent un autre modèle, c'est celui-là, linearize. Alors pourquoi c'est un autre modèle? En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu le modèle complet. Il y a juste ces petites flèches-là que vous voyez aux entrées et cette flèche-là à la sortie. En fait, comment on l'ajoute? Il faut juste cliquer sur la flèche. Il y a sur la flèche, celle-là, touche droite. Et en fait, on peut régler avec cette commande-là, Linear Analysis Point. On peut dire que ça, ce sont des inputs. En fait, vous voyez, Open Loop Input. Disons. Je vais l'élargir un peu. Et là. Du coup, là, on a mis sur les entrées, ce sont les vitesses du vent. Et sur les surfaces de contrôle, on a négligé les flaps parce qu'on ne les utilise pas pour le contrôle. On a mis sur les entrées du modèle cette flèche comme Open Loop Input. Du coup, on les a déclarées comme Open Loop Input. À l'intérieur de du modèle de la boîte noire, il faudra bien mettre les conditions initiales correctes. Du coup, vous avez vu sur le script, on avait la V qui a été déclarée, a été choisie, G aussi a été choisi, H a été choisi, toutes les variables de la latérale directionnelle sont à 0, par contre alpha, c'est ce qu'on a retrouvé, A n'est pas 0, et aussi, faites attention, là il y a θ, il n'y a pas l'angle de montée, il y a θ, l'angle de roulis si vous voulez, pardon, de tangage, et cet angle de tangage, si vous vous rappelez, est égal à alpha plus G plus gamma. Du coup, on a mis, au lieu de mettre θ qu'on n'a pas, on le retrouve tout simplement en faisant la somme. Et le reste, c'est tout à 0. Les derniers 3, c'est les coordonnées géographiques et l'altitude. On peut mettre 0 sur les coordonnées et l'altitude, c'est celle qu'on a choisie. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? On lance le script, on l'a déjà lancé, on a déjà vu le résultat. En fait, il calcule numériquement toutes les dérivées partielles du modèle par rapport à toutes les variations de l'état et des entrées, et va remplir les matrices ABCD. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve là. C'est cette commande-là. Du coup, sur le modèle Lin6, disons sur cet objet-là, on a le modèle complet. Alors là, peut-être on n'arrive pas trop à voir tout, mais vous avez en fait les matrices A, B, C, D. A, B, C, D. Les étiquettes sont ajoutées par cette commande-là. En fait, la commande tout seul, il vous sort un truc un peu pas trop ordonné. Du coup, là, ces commandes-là, je vous laisse découvrir ce qu'ils font. C'est là aussi. Ils mettent un peu d'ordre. Et cette commande-là, en particulier, sert à faire une transformation de l'espace d'état de manière à avoir les sorties et l'état égaux. Comme ça, chaque variable de sortie est directement une variable d'état. Ou même chaque variable d'état est directement la sortie, ce qui évite la lisibilité. Parce que normalement, la sortie passe par C. Du coup, si la matrice C est l'identité, vous avez l'état égal à la sortie. Là, on rajoute normalement d'autres sorties. En fait, il y a les accélérations, normalement, si vous voyez la matrice C. Il y a aussi ce NX, NY et NZ qui sont les facteurs, disons, d'accélération sur les 3 différents axes. Mais sinon, vous voyez le reste de la matrice, c'est bien l'identité. C'est une matrice grosse, ça ne rentre pas dans une seule ligne. Je vous laisse lire ça. Mais bon, alors, si vous regardez ça, je vous laisse regarder et vous verrez qu'en fait, les deux dynamiques sont découplées et ces dernières commandes-là servent en fait à extraire une dynamique et l'autre. Cette-là extrait la dynamique des variables longitudinales qui sont en fait dans l'ordre qu'on a mis, sont la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et c'est ça, sont les deux accélérations concernées, 11 et 13. Ça, ce sont les entrées concernées. Et là, la dynamique latérale directionnelle. Du coup, si vous tapez l'inlong
vous avez un modèle avec 5 états, oui, matrice A, qui correspond en fait à la dynamique longitudinale. Cette matrice-là, vous pouvez la comparer avec celle-là, qui devrait être environ la même que vous avez sur le poly. Et pour la dynamique latérale directionnelle, là vous faites lin lat, et vous avez en fait ces matrices-là qui sont celles-là. En fait, vous vérifiez, vous regardez par exemple la dernière colonne 0, oui, 0, ça correspond. Là, il y a des 1 à droite, à gauche, par exemple. Là, il y en a un. Il est la tangente de θ0, bon, probablement c'est très proche. Voilà, un autre 1 là-bas. Juste vérifier que l'ordre soit les mêmes, mais en principe, vous avez la même chose. Hein. Vous avez la même chose. Dérapage, P, θ. Je vous laisse vérifier tout cela. Hein. Je vous laisse vérifier tout cela. Ok, alors on est arrivé à ce stade-là. Très bien, on revient à la question. Du coup, ce qu'on vous demande de faire là, c'est de créer, une fois faite la dynamique linéarisée à l'aide de Simulink, c'est de créer des modèles dynamiques pour simuler la dynamique linéaire. Du coup, ça, en fait, c'est assez facile à faire. Je prends juste Simulink, créer un nouveau dossier, un nouveau fichier, pardon. On a juste besoin en fait de pouvoir simuler une dynamique linéaire pour les deux différents systèmes, pour les deux différentes dynamiques. Du coup, on peut prendre un objet StateSpace et mettre simplement les matrices concernées par chaque dynamique. Ça prend un peu de temps. Voilà. Du coup, on a besoin juste d'un state space. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre justement les matrices de la dynamique longitudinale. Comment on les trouve? Ben, juste simplement, il faut mettre l'in A pour la matrice A, l'in B, point C, ça aide pas. Point D, et condition initiale, en fait, vous pouvez les changer. Si vous mettez rien, bien sûr, il n'y aura rien, mais là, on va voir après, et en principe, c'est bon. Après, il faut voir quelles sont les entrées. En fait, vous avez plusieurs entrées. Du coup, vous avez, si vous allez regarder le code pour l'inlon, les entrées, il suffit de regarder, en fait, la matrice D pour voir qui sont entrées et qui sont sorties. Vous avez 3 entrées. La première, c'est la gouverne de profondeur, les autres sont vitesse du vent, et ensuite vous avez 7 sorties dont les premières 5 sont l'état. Du coup, en fait, à l'entrée vous avez des vecteurs, là il faudra, si on veut les séparer, il faut mettre un mux et un demux. Du coup, on va prendre le mux, signal routing, demux et mux. Il faudra spécifier que là vous avez 7 sorties et là on a 3 entrées. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va mettre à l'entrée ou à la sortie? Bah, pour l'instant on va mettre rien, mais
vous êtes libre d'essayer la simulation avec ce que vous voulez pour voir en fait qu'est-ce que va faire votre avion dans des différentes situations. Mais ce qu'on va voir, c'est plutôt le cas en fait de la dynamique, non contrôlée, non sollicitée. Du coup, ce qu'on va demander juste tout à l'heure dans le sujet, on va mettre des zéros à l'entrée, même pour la gouverne. Du coup là, on peut mettre 0 pour l'instant. Après, on va changer, bien sûr. Quand on mettra les contrôles, on va changer. Et là, on va mettre état. Ok. Et là, vous avez les vitesses du vent. Ça, c'est peut-être WX et WZ. Voilà. Et de ces côtés-là, vous avez toutes les sorties. Alors, on ne va pas afficher tout, on va juste prendre une sortie représentative de ce qui se passe. On prendra, par exemple, l'altitude et la vitesse angulaire. On va prendre l'altitude et alpha. On va prendre la troisième et la cinquième. Et on va mettre des scopes. Vous êtes libre, bien sûr, de voir tout ce que vous voulez. Ça, c'est H, et ça c'est alpha. Alors, si on fait tourner la simulation, là il y a 0 entrée, 0 condition initiale, en principe rien ne se passe. Sur l'exercice, on vous demande de mettre des longueurs de simulation supérieures à 10 secondes, du coup on met 200 pour commencer. Du coup vous faites tourner ça, vous verrez, il n'y a rien, c'est tout plat, parce qu'on est à l'équilibre en principe. On est bien à l'équilibre. Alors, ce que vous voyez là sont les variations par rapport à l'équilibre. Les variations par rapport à l'équilibre, si tout l'équilibre sont tous à 0. Du coup, toutes les variables que vous pouvez afficher seront toujours à 0, comme vous voyez là. Si vous prenez en fait le fichier complet, celui-là, le B747, et vous mettez les valeurs d'équilibre qui sont déjà à l'intérieur là, vous n'aurez pas des zéros. Vous aurez en fait les valeurs constantes. Par exemple, prenons un scope, je le mets sur la H. Alors l'H, celle-là. Ok. Alors regardons la simulation qu'on vient de faire. C'est là. Je regarde H et vous avez normalement 0. Ça ne veut pas dire que vous êtes à 0 altitude. Ça c'est le delta H. Peut-être ça vaut la peine de le spécifier. C'est le delta. Delta H. Et là c'est le delta alpha. Ça c'est une des choses qu'il faut bien comprendre quand on fait la linéarisation d'un système. Le système linéarisé et linéaire ne contient pas les vraies variables, il contient les variations des variables par rapport à l'équilibre. Du coup, si on prend celui-là et on visualise H sur le 200 secondes, en fait, je rappelle, faites attention, c'est la même dynamique qu'on est en train de simuler, c'est le même système physique si vous voulez. Juste ça, c'est la version non linéaire et l'autre, c'est la version linéaire. Et là, qu'est-ce qu'on verra? On verra 0? Non, on voit en fait, on voit quoi? On voit l'altitude constante. Alors là, il y a des petites variations qui sont essentiellement numériques. Vous voyez, ça c'est 1 puissance 10,4, du coup 10 000 mètres, et ça reste constant. C'est tout constant, vous voyez, c'est tout constant. Les variations sont juste du bruit numérique. Okay. Du coup, on est bien à l'équilibre, mais pas autour de 0 altitude, plutôt autour de 10 000 mètres, c'est qu'on avait mis, ok? Alors, on peut revenir à l'autre. Du coup, on a bien vu ce qui se passe là. Est-ce qu'on va mettre des entrées ou des conditions initiales? On va mettre des conditions initiales. Et on va voir ça dans la prochaine partie de l'exercice qui concerne les mouvements incontrôlés. Alors, pour ce qui concerne les mouvements incontrôlés, dans cette section, nous allons étudier la dynamique linéarisée de l'avion pour des entrées nulles et en l'absence de perturbations externes. Dans les cas idéaux, les conditions initiales exactement nulles, le système restera à l'équilibre. Nous allons donc examiner comment le système évolue dans les cas des conditions initiales non nulles proches de l'équilibre. Alors, on va juste vous demander de faire des petits exercices là, c'est assez simple. Du coup, on va créer la variable de la place dans l'environnement MATLAB. Ça, peut-être, vous l'avez déjà vu il y a longtemps. Du coup, ça, c'est la variable de la place. On définit avec cette commande-là. Et après ça, on va faire quoi? On va définir en fait les fonctions de transfert qui correspondent au modèle d'état que vous avez trouvé. Alors là, pour les cas longitudinal,
vous avez bien cette équation-là. Du coup, si on passe en Laplace, vous allez avoir S qui multiplie à la place de la dérivée. Et du coup, si vous simplifiez tout, je vous laisse prendre le temps de regarder si vous voulez et de faire les calculs vous-même. Vous trouvez en fait que l'expression de la fonction de transfert entre l'entrée et l'état, si vous voulez, est bien celle-ci, pour le longitudinal et pour le latéral. En fait, il suffit juste de inverser, de ramener le terme A de l'autre côté, factoriser et inverser l'identité fois S moins A. Ça c'est l'inversion en fait, cette commande-là, c'est l'inversion. C'est pas une division, c'est l'inversion multipliée à gauche par un autre truc. Du coup, vous pouvez juste prendre cette commande-là telle qu'elle et la mettre dans MATLAB. Et comme ça, vous avez les fonctions de transfert entre les entrées de la dynamique longitudinale et les entrées de la dynamique latérale. Bien sûr, il faudra appeler les matrices correctement, ce que j'ai pas fait. On va le faire là. A long égale à lin long point A, B long égale à lin long point B. Et on fera la même chose pour latéral A et B. Ok, comme ça on peut utiliser les fonctions qu'on a trouvées, les commandes qu'on a trouvées à tout à l'heure sur le document. Voilà pour la dynamique longitudinale. Et bien sûr, vous n'aurez pas une seule fonction de transfert, vous en avez plusieurs, parce que chaque couple entrée-sortie détermine une fonction de transfert, vous voyez. Alors là, si vous regardez et si vous rappelez la théorie de l'année dernière, le dénominateur est le même pour tous. Parce que la dynamique de la stabilité, disons, les pôles ne dépendent que de la matrice A, et la matrice A est la même pour toutes les fonctions de transfert. Vous avez pour toutes les fonctions de transfert la même dynamique. Voilà. On va faire pour la dynamique latérale aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici sur le document? On vous demande de vérifier en fait que vous avez des matrices de fonctions de transfert. Bien sûr, c'est le nombre d'entrées, nombre de sorties. En fait, vous en avez plus que ça, hein, plus que 10 entrées et 10 sorties, parce qu'on a mis aussi les vitesses du vent. Du coup, en fait, si on regarde la taille de Telon. Ah non, c'est bon, c'est correct. Vous avez 15 et Telat. Vous avez en fait 15 entrées, 15 sorties. Vous avez 15 fonctions de transfert dans le cas parce que vous avez 3 entrées dans le cas. Ça, c'est à corriger en fait. C'est 15. Bon, alors, toutes les fonctions de transfert appartenant à la même matrice ont le même dénominateur. Okay. Il y a en fait des exceptions. Il y a certaines, en fait, c'est que vous avez peut-être vu l'année dernière, des cancellations zero pole cancellation qui peuvent arriver sur certaines fonctions de transfert, c'est-à-dire qu'il y a des états qui n'affectent pas ces états-là. En fait, typiquement, si vous regardez certaines dynamiques, par exemple la dynamique latérale directionnelle, on voit bien que, par exemple, la dynamique de phi, vous voyez là, n'affecte personne. Phi n'affecte personne. Du coup, en fait, ces 4 variables-là, ils ont effectivement une dynamique de 4e degré, 4e ordre, et c'est seulement phi qui est de degré 4. En fait, on le voit très bien si on regarde Telat. Vous voyez, il y a plein de fonctions de transfert qui sont d'ordre 4. Il y a une d'ordre 5. Voilà, c'est seulement la dernière, disons. Celle qui concerne phi. Seulement phi est d'ordre 5. Ok. Voilà, du coup, si on calcule en fait les pôles, par exemple, de Telat, une, pas tous, la première entrée, première sortie, voilà, vous avez ordre 4. Si par contre vous prenez
pardon, la cinquième sortie sera comme ça. Vous avez en fait ordre 5 et vous avez en fait un intégrateur qui s'ajoute. En fait, vous voyez là, phi est l'intégrale de la vitesse de l'AC. Du coup, c'est bien, c'est pas d'autre chose, vous voyez, que ça, hein, que ça. Et en fait, si vous considérez la dynamique de phi, vous avez ça. Du coup, en principe, toutes les matrices ont toutes les fonctions de transfert de la matrice ont le même pôle, avec des exceptions dues au fait qu'il y a des dynamiques qui n'affectent pas les autres. Et ces pôles-là correspondent en fait aux valeurs propres de la matrice à lat, hein, pour la dynamique latérale. Alors, regardez, ils sont les mêmes, c'est juste l'ordre qui a changé, mais ça, c'est pas grave. Hein. Regardez bien, c'est les mêmes. Vous pouvez faire le même test avec la dynamique longitudinale. Aussi, pour la dynamique longitudinale, vous avez le même phénomène avec l'altitude, qui est l'intégrale de la vitesse verticale. Du coup, c'est l'intégrale de l'angle de montée d'une certaine manière. Du coup, si on l'inclut, vous avez cet intégrateur-là. Regardez là, vous voyez. C'est bien l'intégrale de gamma multiplié par v. En fait, gamma multiplié par v est la vitesse verticale. Du coup, vous voyez, la dérivée temporelle de h, dépend juste de gamma. Et la h n'affecte rien d'autre. En principe, c'est pas vrai parce que si vous changez l'altitude, ça va changer la densité, etc. Mais disons, sur les petites variations, c'est un phénomène d'ordre plus élevé que 1, disons, c'est un phénomène d'ordre élevé. Du coup, ça n'affecte pas sur la linéarisation. Et du coup, vous avez le même phénomène là. Si vous prenez la dynamique de h, vous avez cet intégrateur là. Si vous ne prenez pas la dynamique de h, vous avez en principe une dynamique d'ordre 4, pardon. Je ne sais pas pourquoi là il apparaît, hein. Parfois faites attention que c'est fait numériquement, du coup il pourrait y avoir des cas où même pour d'autres dynamiques l'intégrateur traîne, mais de manière plus ou moins faible sur le sortie. Du coup là encore, si vous calculez les matrices, les pôles de la matrice, les valeurs propres de la matrice, vous avez la même chose, hein. Vous voyez la même chose. Ok. Alors, on va voir maintenant ce qui devient intéressant, c'est de lire ce qu'on dit sur le poly. Il y a, en fait, si on prend les équations sans aucune entrée, du coup avec une condition initiale pour les deux dynamiques, le petit point noir, ça peut être lat ou long, selon ce que vous voulez faire. Alors, on va simuler en fait des conditions initiales. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir les modes en parence. C'est ce qu'on fait dans l'aéronautique, en fait, c'est de séparer chaque mode et d'évaluer chaque mode indépendamment les uns des autres. Parce que ces modes, en fait, peuvent être reconnus par les pilotes et par la pratique, les praticiens des avionneurs. Et en fait, ces modes-là constituent la dynamique classique des avions. Tous les avions ont ces modes-là. Et en fait, ils ont des noms. Et on peut les reconnaître pendant le vol et on peut en fait agir sur ces modes pour les améliorer et pour améliorer la dynamique en général de l'avion. Déjà, on n'a pas regardé, si vous regardez, je vous laisse regarder là, est-ce que l'avion est stable ou instable tout seul, hein? Du coup, système à temps continu, partie réelle des pôles négative. Sauf si vous ajoutez le cap, hein, le phi et l'altitude. Alors ça devient, disons, sur la marge de stabilité. Mais sinon, en fait, l'avion, si vous regardez que la dynamique, disons, des vitesses, il est stable. Parce que vous avez toutes que des pôles à partie réelle strictement négatifs. Du coup, ça est rassurant quand vous prenez l'avion est stable, même si le pilote s'endort et rien va se passer, hein, disons, dans la brève période au moins. Ok, alors ce que je vous demande de faire là, c'est de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice. Alors, je ne sais pas si vous avez fait en 4e année, c'est probable que vous avez déjà vu ce qu'il y a ici, mais en fait, il y a un petit rappel là pour expliquer ce qu'on va faire. Du coup, on va prendre juste les commandes là, je vous laisse lire, prenez le temps de lire, prenez le temps d'arrêter la vidéo et de lire le document. On va juste calculer les valeurs propres et vecteurs propres des deux matrices, à long et à lat. Ok, je fais un peu vite, je vais mettre le point virgule comme ça vous voyez.
Alors ça, c'est juste ce qui est écrit sur le document. Hein. Du coup, dans L long et L lat, vous avez les vecteurs propres, les colonnes sont des vecteurs propres, et lambda lat, lambda long sont les valeurs propres. En fait, vous voyez, c'est sur une matrice diagonale. Et là sont les valeurs propres. Les vecteurs propres. Alors, les vecteurs propres en général sont complexes conjugués. Alors, l'idée c'est qu'on peut faire, l'idée c'est que chaque vecteur propre, si on utilise chaque vecteur propre comme condition initiale, vous allez voir qu'une dynamique, qu'un mode, si vous mettez comme condition initiale. Par contre, les vecteurs propres sont complexes conjugués. Et en fait, il suffit de mettre la partie réelle pour voir la dynamique concernée. Alors, cette partie-là est en fait rappelée, disons, de manière théorique par ces deux questions-là. Alors là, la première question est très simple. On vous demande juste de vérifier en fait que si vous avez comme condition initiale un vecteur propre, la solution sera en fait ce vecteur propre multiplié par un exponentiel pur. Oui, on va voir ça, juste ça. L'autre, je vous laisse la faire. Du coup, vous avez une équation de ce type-là. Ok. Condition initiale x0, c'est un vecteur propre, du coup, AD égale à lambda D. Okay, lambda, valeur propre. Alors, on va vérifier que la solution, en fait, a cette forme-là. Faites attention, x c'est un vecteur en principe. Hein. X c'est un vecteur, mais ça c'est un exponentiel, disons, scalaire. C'est un exponentiel scalaire. C'est juste, en fait, la solution est ce vecteur-là mis à l'échelle de cet exponentiel-là. Comme si c'était... Et ça, en fait, c'est la solution, c'est le mode propre, le mode de la dynamique. Alors, vérifions tout ça, c'est très simple, il suffit d'écrire la dérivée de ça et vérifier qui est égale à x. En fait, la dérivée de ça, c'est quoi? Alors, on va l'écrire, on va reprendre x point égale à x. Du coup, la dérivée de x, c'est at x exponentielle, pardon, de at, pardon, il n'y a pas de t, a exponentielle de at x0, c'est égal à a multiplié par la solution, exponentielle de at x0. Mais ça c'est un scalaire, du coup on peut le bouger. A x0 égale à quoi? Égale à lambda x0. Vous avez lambda x0 exponentielle de at. Du coup, en fait, l'équation est bien vérifiée si a égale à lambda. Du coup, pour faire bref, si vous avez des valeurs propres et des vecteurs propres de la matrice, vous mettez un vecteur propre comme condition initiale, pas d'entrée, vous êtes capable de voir la dynamique associée à la valeur propre concernée, correspondante à ce vecteur propre. Du coup, ce sera une dynamique exponentielle pure si le vecteur propre et les valeurs propres sont, si les valeurs propres est réelle, pure réelle. S'il s'agit d'une valeur propre complexe, vous aurez une dynamique oscillatoire. Il suffit de mettre à l'entrée la partie réelle de ce vecteur propre. Du coup, comme ça, on peut retrouver en fait les mots de l'avion. Les mots de l'avion pour la dynamique. En fait, ce qu'on peut faire si vous allez dans un avion, un petit avion avec un pilote, vous êtes assis à côté du pilote, vous pouvez demander au pilote de vous faire voir les modes de l'avion. Surtout, les modes latéraux sont plus intéressants. Du coup, en fait, là vous avez la liste, probablement on en a parlé déjà en cours. Sur la dynamique longitudinale, vous avez 3 modes, on a parlé de l'intégrateur déjà, et vous avez 2 modes complexes conjugués, une à haute fréquence, qu'on appelle oscillation de courte période, et l'autre à fréquence plus lente, disons, et qu'on appelle phugoïde. Et en fait, si on reprend les valeurs propres de la matrice à long, on est capable de le voir. En fait, vous voyez, ça c'est l'intégrateur, ça c'est le mode à basse fréquence,
faible fréquence, phugoïde, et ça c'est la courte période. Vous pouvez aussi utiliser la commande DEMP qui vous donne les coefficients d'amortissement, la constante de temps, etc. Du coup, en fait, vous voyez, grosse constante de temps, fréquence faible, c'est la phugoïde, très peu amorti, courte période, bien amorti, amortissement, 0,3, la phugoïde 0,02, et l'intégrateur. Alors là, pour voir tout ça, si vous voulez voir la courte période, il faudra simuler sur l'ordre des secondes. Par contre, pour voir la phugoïde, il faut simuler sur l'ordre des centaines, milliers de secondes. Du coup, on va maintenant simuler cette dynamique sur le simulateur. On va mettre les colonnes de la matrice L long où il y a les vecteurs propres. Vous avez vu là les colonnes de L long dans les conditions initiales, la partie réelle. Du coup, on va le mettre là. Par exemple, on commence avec la première colonne. La première colonne, on va voir, correspond en principe à cette valeur propre là. Du coup, ça devrait être la courte période. Du coup, on s'attend un exponentiel pur qui s'amorce assez vite. Alors, sur 200 secondes, ça devrait se voir. Voilà, pardon, c'est pas un exponentiel pur, évidemment, c'est un complexe conjugué. En fait, il y a un peu c'est un exponentiel qui module une sinusoïde. Et vous voyez, ça, en 10 secondes, c'est déjà disparu. Là, j'ai affiché les deux variables qu'on avait choisies, delta et alpha. Celles qu'on avait choisies tout à l'heure. Vous pouvez afficher les autres variables aussi, vous aurez le même comportement. En tout cas, comme je disais, c'est juste la solution. Et si vous mettez un vecteur propre à l'entrée, c'est juste cette fonction scalaire qui module les valeurs initiales. Du coup, c'est le même comportement. Il n'y a pas même besoin d'afficher tout. Ok, du coup, ça c'était le premier mode, la courte période. On va essayer l'autre mode. Du coup, si on prend la deuxième colonne, c'est toujours le même. La partie réelle est la même du vecteur propre. Vous voyez là, lambda L long. Vous voyez, la partie réelle est la même. Du coup, ça ne vaut pas la peine de mettre la seconde colonne. On va mettre la troisième colonne, partie réelle 2. Et là, ça va nous afficher l'autre mode, la phugoïde. Et comme disait la phugoïde, vous vous rappelez peut-être qu'elle a, vous voyez, troisième colonne, fréquence qui est très très faible. Du coup, on va voir, troisième colonne, ce qui se passe. Vous voyez, sur 200 secondes, oubliez tout ça, ces oscillations-là sont numériques, c'est rien de réel, c'est plutôt celle-là qui est belle. Du coup, vous voyez, on n'en voit pas la fin, disons, en 200 secondes. Ça prend beaucoup plus de temps. On va simuler 5000 secondes pour voir un peu comment ça marche. Et là aussi, la simulation est un peu moche. On peut la régler peut-être en mettant un différent type il faut régler le simulateur. Peut-être un simulateur à temps discret, pas fixe, disons, on va faire un peu mieux. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on va enlever ces trucs moches là. Voilà, on va refaire. Voilà, ok, c'est ça qui est plus réaliste. En tout cas, vous voyez, c'est la phugoïde. Alors, phugoïde, peut-être on va parler en cours. C'est en fait un mouvement de l'avion qui principalement affecte l'altitude et la vitesse. Et en fait, vous le voyez là, si vous regardez le vecteur propre, ça affecte l'altitude et la vitesse. Vous voyez, ça c'est l'altitude et ça c'est la vitesse. Pardon, ça c'est l'altitude, ça c'est la vitesse. Et pour certains avions, parfois, c'est toléré même un minimum de divergence. C'est un mode tellement lent que si c'est un peu divergent, ça gêne pas trop.
Du coup, on va mettre le dernier mode propre, c'est un intégrateur. Du coup, là, c'est juste un angle de montée constant, ça devrait être en principe. Voilà, vous le voyez. Ça, c'est pour la dynamique longitudinale. Alors, je n'ai pas fait le modèle de la dynamique latérale, on peut le faire. Et je vous laisse le faire, en fait. Vous pouvez justement juste faire la même chose, remplacer les entrées et sorties, mettre les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice de la dynamique latérale, et vous allez retrouver les modes propres de la dynamique latérale qui sont appelés, comme je vais vous dire. Alors on va voir juste les valeurs propres de la matrice à lat. C'est tout écrit sur le document. Vous avez l'intégrateur intégral de la vitesse de la C qui donne le cap. Ensuite, vous avez deux modes réels purs. Un plus rapide, celui-là, et un peu plus long. Alors, le mode plus rapide concerne principalement le roulis. Du coup, ça s'appelle roll subsidence ou subsidence du roulis. Voyons si j'écris en français. Roulis pur en français. Le deuxième mode réel à fréquence plus faible s'appelle spirale, parce que, en fait, si vous regardez le mouvement de l'avion entraîné par ce mode, ça lui fait faire une spirale sur la Terre, disons. Et le dernier, un mode complexe conjugué, du coup oscillatoire, qui s'appelle le roulis hollandais, non bizarre, mais c'est celui-là. En fait, le roulis hollandais est un mode très peu amorti, qui est un peu gênant, parce que ça concerne la vitesse latérale de l'avion aussi. Et en fait, c'est un peu, ça concerne un peu toutes les variables de l'avion. Et je pense que je peux vous montrer ça, quelque part, je devrais avoir une vidéo qui montre le roulis hollandais. Et c'est typiquement le mode qui est excité par les rafales latérales. Et c'est le mode en fait qui gêne un peu plus de problèmes, disons de confort à l'intérieur de l'avion. On va trouver. Voilà, celui-là. Ça, c'est une vidéo faite avec MATLAB, et en fait, c'est faite avec la librairie que vous venez de voir. Voilà, c'est ça, en fait, un avion qui est sujet à Dutch roll, roulis hollandais. Et là, on voit pas la vitesse latérale, mais chaque fois qu'il oscille, il y a la vitesse latérale. Et tout ça, c'est en fait provoqué par les couplages dont on avait parlé, des axes de roulis et axe de roulis et axe de lacet. C'est un mouvement qui concerne tous les axes, les deux axes de la dynamique latérale, disons. Alors, du coup, un des problèmes classiques de la dynamique d'avion pour le confort, ce qu'on appelle ce qu'on cherche à faire dans le système de augmentation de stabilité, mot qui n'a pas trop de sens du point de vue de l'automatique, mais qui a un peu plus de sens du point de vue de l'aéronautique. C'est en fait de chercher à améliorer la dynamique du roulis hollandais, d'amortir un peu le roulis hollandais. On va voir pourquoi, peut-être ça vaut la peine de l'afficher. Du coup, on va prendre la dynamique, on va faire la dynamique latérale. Sur le Simulink. Je vais juste remplacer les matrices. À vous de sauvegarder la dynamique longitudinale pour l'utiliser pour la dernière partie de l'exercice. Je remplace dynamique latérale. Alors là, les entrées seront changées. Là aussi, on va voir la dynamique latérale, c'est sur le dernier, c'était, je ne me rappelle pas. L-lat. Le roulis hollandais est bien sur la dernière colonne.
lambda lat. Oui, c'est bien sur la dernière colonne. Du coup, là, les sorties sont plus les mêmes. Voyons quelle sortie on va prendre. On peut prendre par exemple le dérapage. Je sais pas, le dérapage est la première sortie. Du coup, là, ça c'est plus vrai. On prend le delta bêta qui correspond à bêta. Comme ça, delta bêta. Les entrées aussi sont plus les mêmes, mais on a tout mis à 0, du coup, on ne sait pas ce que c'est, mais ça reste 0, hein. Ne lisez pas les étiquettes, on va mettre juste des points alternatifs. Ce sont, bon, on va le faire proprement, ce sont les... du coup, les entrées, c'est c'est xi, zeta et wy. Ok, on met tout à 0 en tout cas, et là on a la dynamique de la latérale, hein, sauf erreur de ma part, et là on peut voir le roulis hollandais. Bien sûr, là il faut régler les sorties. Cette fois il y a plus de sorties ou moins de sorties, il n'y a que 6 sorties, du coup il faudra régler, faire attention que le MUX est à 6 sorties. Voilà, du coup ça devrait aller. On va juste régler la taille. Bon, c'est un mode assez rapide, disons. 5000, c'est un peu long pour voir sur 200, peut-être on le voit. Voilà, et là vous avez cette oscillation là qui peut être un peu gênant si vous avez des rafales. Du coup, ce qu'on va faire pour la prochaine partie de l'exercice, c'est en fait de créer des boucles fermées. Et du coup, on va boucler certaines des sorties sur une des entrées et chercher à améliorer la dynamique de l'avion. En fait, je vous laisse un peu le faire ça. On peut faire bref là pour conclure et à vous d'explorer. Non, je ne vais pas le sauvegarder, en fait j'ai déjà la solution prête. Là, je vais prendre sur mon MATLAB la solution prête. Alors regardons déjà les documents. On vous demande en fait de faire des boucles ciseaux, une entrée simple pour le contrôle. Je vous laisse lire tout ça. Je vous laisse lire. Prenez le temps de lire. On commence avec la dynamique latérale directionnelle, et après on fait la dynamique longitudinale. Alors prenez le temps de lire et de faire de comprendre ce qu'on a fait. Quand vous êtes prêt, vous regardez la solution. En fait, si vous regardez ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est de créer une boucle de ce type-là. Voilà, une boucle de ce type-là. Et du coup, en fait, ça c'est juste le fichier de tout à l'heure complété. Et on vous demande de faire un retour de sortie simple sur R, la vitesse de la C, avec un gain statique. Là j'ai mis un manual switch pour pouvoir allumer et éteindre ce gain-là. Comment on règle ce gain? En fait, on vous propose de le faire avec le root locus, le lieu de racine. Du coup, si vous regardez le texte là, on vous demande de trouver la fonction de transfert entre zeta et r, parce qu'on va utiliser zeta sur r, du coup on va trouver la fonction de transfert entre zeta et r. Du coup on l'appelle comme ça. Comment on fera? C'est tout simplement sur le système là, lin lat. Alors là, zeta est la deuxième entrée et R la troisième. Du coup, si vous prenez l'inlat 2, 3, je crois, non, c'est 3, 2. Vous avez en fait 3, 2, pardon. Vous avez en fait, voilà, comme seule entrée zeta et comme seule sortie R. Du coup, là, vous pouvez faire TF de ça et normalement, il vous sort la fonction de transfert. C'est une fonction de transfert ciseaux là. Vous avez sur l'entrée, sur la sortie. Et là, on l'appelle, comme on a dit, TZR. Alors, le root locus,
En fait, il vous calcule l'épaule de la boucle fermée pour une boucle ciseau avec différentes valeurs du gain. En fait, c'est une manière un peu empirique, un peu vieillotte de régler. En fait, là, on va faire R locus. C'est tout écrit sur le document. Alors, pourquoi je mets un signe moins? Parce qu'en fait, il s'avère que on a besoin à cause des conventions des flexions et de la R, il s'avère qu'on a besoin d'un gain positif. Du coup, comme normalement, on s'attend que le gain soit négatif, la rétraction négative, il faut mettre un signe là pour avoir la rétraction positive. Et ça vous affiche cette figure-là, un peu bizarre, qu'on va voir. Voilà, en fait, vous voyez, qu'est-ce que vous avez là? Comment on interprète ça? En fait, ce sont les valeurs, ce sont les positions sur le plan complexe des pôles en fonction du gain qu'on prend. Alors, les cercles, ce sont les positions initiales, et les croix, ce sont les positions finales, pour gain infini. Bien sûr, on ne prend jamais gain infini. Mais là, vous voyez, en fait, rappelez-vous que l'amortissement d'un pôle, c'est la distance de l'axe imaginaire, disons, la distance angulaire par rapport à l'axe imaginaire. Du coup, en fait, vous voyez, ça, typiquement, c'est vous avez sur la dynamique latérale un pôle complexe conjugué, c'est quoi? C'est le roulis hollandais, et avec le gain qui augmente, l'amortissement augmente. Du coup, vous cliquez là pour avoir la valeur du gain. Normalement, il devrait vous dire. Voilà. Vous voyez que pour des gains autour de 2, quelques, vous avez des bonnes valeurs d'amortissement. Essayez-le. Hein. C'est tout. Les commandes sont toutes écrites sur le sujet. Hein. Juste la chose qu'on n'a pas dit, peut-être comment trouver la fonction de transfert concernée. Il suffit de regarder quelle est l'entrée et la sortie concernée. Du coup, vous avez vu, si on met dans la boucle de rétraction, si on met 2,25, on s'attend à une amélioration de la dynamique du roulis hollandais. Alors, voyons d'abord ce qu'on a. Si on n'a pas de contrôle, par exemple sur le dérapage, voilà, on va faire tourner le dérapage, voyons ce qui se passe. Là, si vous n'avez pas de contrôle, vous avez votre roulis hollandais excité par un rafale cette fois. Hein. J'ai mis condition initiale 0 et j'ai mis un rafale de 10 mètres par seconde. Là, vous voyez, on contrôle que sur zeta, du coup, xi est 0. Hein. C'est un contrôle ciseau. C'est clair qu'on peut faire mieux, hein. On pourrait faire un contrôle par retour d'état complet, avec les problèmes qu'on aurait un peu à estimer bêta, parce que c'est facile de mesurer des vitesses angulaires, c'est relativement facile de mesurer des angles. Mesurer bêta, l'angle du vent, c'est un peu, vent relatif, c'est un peu difficile, mais on peut le faire. Du coup, voyons ce qui se passe si j'allume le contrôle. Je relance. Voilà, on a complètement cassé, effacé le roulis hollandais. Du coup, le confort de l'avion à l'intérieur est beaucoup plus élevé. De la même manière, vous pouvez faire ça sur la dynamique longitudinale, c'est expliqué sur le sujet, mais je pense que ce qu'il fallait voir pour comprendre comment tout ça marche, vous l'avez vu. Je vous remercie de l'attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme vous voulez. Merci beaucoup. À la prochaine.